Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Astro. En matière donc de journalisme, il y a ce qu'on appelle les marronniers, c'est-à-dire le sujet que l'on pourrait ressortir aujourd'hui, demain ou dans un mois, et ça changerait finalement pas grand-chose. Et aujourd'hui, je vous propose de parler d'un marronnier un petit peu classique que l'on retrouve actuellement dans les médias. Il s'agit de la notion de seconde lune de la Terre. Donc on nous parle par exemple des superlunes, on nous parle des mini-lunes, on nous parle des lunes bleues. Aujourd'hui, on parle des seconds satellites de la Terre ou des quasi-satellites de la Terre. Et en fait, effectivement, quand on creuse un petit peu, il y a quand même pas mal de choses à dire. Et c'est maintenant sur la chaîne Astro. Alors, première chose, commençons déjà par se donner quelques petites définitions. Première définition, une lune. Une lune, c'est un astre, typiquement rocheux, mais il peut contenir des liquides, il peut contenir du gaz également, même si on ne connaît pas de lune gazeuse strictement. Et donc qui tourne autour d'une planète, qui donc elle-même tourne autour d'une étoile, ou d'un couple d'étoiles. Donc effectivement, la Terre a une lune, c'est la Lune. Et donc parmi les lunes ou satellites naturels, il peut y avoir deux catégories. Il peut y avoir réellement un véritable satellite naturel dont l'orbite est stable autour de votre planète. Et le deuxième cas, c'est une orbite instable, c'est-à-dire que vous allez avoir un corps qui va arriver, être capturé par votre planète, faire quelques révolutions autour de façon globalement assez instable et à un moment donné être éjecté et redevenir un astre errant dans le système solaire. Donc là on parle de TCO, Temporarily Captured Object, ou objet temporairement capturé. Donc ça c'est quelque chose qui peut arriver effectivement et nous allons en voir quelques exemples. Première définition. Deuxième définition, la notion d'astéroïde. Un astéroïde est un corps rocheux qui se balade dans le système solaire et la frontière entre astéroïdes et comètes est quand même de plus en plus ténue au gré des différentes visites et des sondes qui sont envoyées. Et après c'est plus la composition quand même qui va changer et puis aussi la provenance. On peut avoir des astéroïdes dont l'orbite, il y a plein d'orbites différentes concernant les astéroïdes. Et vous allez avoir ce qu'on appelle des astéroïdes troyens. Et donc c'est là effectivement qu'on va aller chercher nos quasi-satellites de la Terre. Donc si on prend la définition dans Wikipédia, un quasi-satellite ou une quasi-lune est un astéroïde qui co-orbite avec une planète autour du Soleil sur une orbite elliptique qui lui est propre et dont l'excentricité orbitale est supérieure à celle de l'orbite de la planète, mais qui a la même longitude moyenne que celle de la planète. Vue depuis la planète donc, l'orbite semble réaliser une révolution autour d'elle sans pour autant être techniquement en orbite autour. Il s'agit donc plus d'un compagnon que d'un véritable satellite naturel. Et donc là, on comprend bien que autant si on était sur un satellite naturel qui soit stable ou instable, finalement c'était vraiment l'attraction gravitationnelle de notre planète qui était prédominant. Là, on a notre astéroïde, notre quasi-lune qui a sa propre évolution autour du Soleil et qui a une part d'influence à la fois du Soleil et à la fois de la Terre, et on ne peut pas dire que la Terre a forcément le dessus. Donc on va prendre quelques exemples de ces corps. Il y en a en réalité pas mal. Il faut savoir qu'il y a 900 000 corps qui circulent dans le système solaire, des astéroïdes, des comètes, etc., des planètes et des lunes. Et finalement, les lunes là-dedans et les planètes sont extrêmement minoritaires en termes de nombre, hein, bien évidemment. En termes de masse, bien sûr, c'est clairement Jupiter qui a le number one. Donc en fait, je vous propose de prendre quelques illustrations. Premièrement, on va prendre le plus simple à mon avis, 2016 HO3. Donc c'est un astéroïde qui fait entre 40 et 100 mètres à peu près de diamètre. Il ne s'approche jamais à moins de 14 millions de kilomètres de la Terre, donc c'est quand même un dixième d'une unité astronomique, c'est quand même assez loin. Et en fait ce qui se passe, c'est qu'il gravite sur un plan incliné, sur une orbite inclinée, dont le centre est le Soleil. La distance moyenne au Soleil est à peu près une unité astronomique.
Et du fait que les orbites soient complètement inclinées et de cette synchronisation aussi par rapport à la Terre, eh bien du point de vue de la Terre, il peut nous sembler être en train de tourner autour de nous. Donc à un moment donné, il va être en dessous de nous, puis il va être un peu devant, parce que l'orbite, elle est plus excentrique que nous. Donc voilà, c'est une orbite beaucoup plus elliptique. Donc il va passer devant, puis ensuite il va passer au-dessus, puis ensuite il va passer derrière nous. Mais ça se fait sur un an. Donc je vous montre à quoi ressemble donc l'orbite de 2016 HO3. Donc cette orbite, effectivement, on comprend qu'elle a une certaine stabilité, puisque ça fait déjà un certain temps que cet astéroïde, a priori, gravite en parallèle de nous. Pour autant, l'attraction gravitationnelle de la Terre, elle lui permet une certaine forme de synchronisation, mais elle n'est pas prédominante, c'est-à-dire que notre astéroïde ne tourne pas autour de la Terre techniquement, il tourne bien autour du Soleil. Il n'y a pas cette ondulation plusieurs fois sur une année, par exemple, autour de nous. Voilà. Alors que la Lune, elle fait 12 à 13 révolutions autour de nous. Donc ça c'est le premier exemple d'un quasi-satellite qui évolue un peu en synchronisation avec nous. Deuxième cas, je vous propose de parler de 2010 TK7. C'est le cas réellement de satellite troyen le plus stable que nous connaissons. Donc pour comprendre un petit peu cette évolution, il faut que je vous parle des points de Lagrange. Quand vous avez deux corps dans l'espace, donc par exemple le Soleil et la Terre, ou ne serait-ce simplement deux planètes ou deux étoiles, eh bien, déjà de base, ils sont forcément en train de tourner autour d'un centre de gravité commun, parce que sinon ils se tombent l'un sur l'autre, tout simplement par le principe de l'attraction. Et si vous avez un troisième corps d'une masse négligeable par rapport aux deux premiers, eh bien vous avez l'apparition d'un certain nombre de points où l'attraction gravitationnelle des deux corps les plus massifs se combine d'une telle façon à avoir une position dans l'espace qui soit fixe pour ce troisième corps de masse négligeable, malgré la rotation des deux premiers. Et donc, cette position, elle est fixe en fonction de la position relative des autres, donc c'est une position qui est donc en continuel déplacement dans le repère XY. Et donc là-dessus, sur le Soleil, sur le système Terre-Soleil, vous avez 5 points de Lagrange. Donc le point de Lagrange L1 se trouve entre le Soleil et la Terre, où l'attraction gravitationnelle donc des deux permet ce point de stabilité. Donc typiquement, vous y installez un satellite comme le satellite SOHO pour observer le Soleil. Deuxième possibilité de point de Lagrange, le L2, il est cette fois derrière la Terre, et donc là il sera beaucoup plus dédié donc à l'observation du ciel profond. C'est par exemple le cas de la mission Planck, mais également le cas du James Webb Space Telescope qui sera bientôt envoyé dans l'espace par la fusée Ariane 5, donc c'est le successeur de Hubble. Ensuite, vous avez le point de Lagrange L3 qui est à l'opposé de la Terre par rapport au Soleil. Hein, et là, alors par contre, celui-là, je crois que le L3, il n'est pas véritablement stable, mais néanmoins, c'est un des points de Lagrange. Et enfin, vous avez le L4 et le L5. Donc le L4 est en avance par rapport au sens de rotation de la Terre, et le L5 est en retard. Et donc là, par exemple, sur les points de Lagrange L4 et L5, vous avez les satellites stéréo qui servent à imager le Soleil à la même façon que SOHO, dans différentes longueurs d'onde, mais cette fois à l'imager pour nous donner une image tridimensionnelle finalement de toute la surface du Soleil, parce qu'elle n'est pas complètement uniforme, bien évidemment. On en a déjà parlé sur l'épisode sur Betelgeuse va-t-elle exploser, et puis sur l'observation des supernovas. Et donc ce qui se passe, c'est que si vous avez un corps rocheux qui se promène dans le système solaire, et bien si la configuration de son orbite l'amène à arriver sur un de ces points de Lagrange et de telle configuration qu'elle ne va pas le quitter immédiatement, et bien vous pouvez avoir un corps qui va évoluer donc autour de ce point de Lagrange. Et donc au final il va tourner autour du Soleil en synchronisation par rapport à la Terre, et c'est ce qui va faire de lui donc qu'il est un quasi-satellite de la Terre, ou un troyen de la Terre. Donc voilà, pour illustrer l'exemple d'un quasi-satellite stable sur un point de Lagrange, on va prendre 2010 TK7. Donc c'est un troyen qui fait 300 mètres de diamètre à peu près et qui évolue autour du point de Lagrange L4.
Ce qui se passe, c'est qu'il est sur une orbite qui va être inclinée déjà par rapport au plan donc de l'écliptique, au plan d'évolution de la Terre par rapport au Soleil, et il va évoluer autour de ce point de Lagrange, et donc avec des avances et des retards, etc. Globalement, il va avoir une espèce de trajectoire un peu inclinée étonnamment, et avec une évolution un petit peu en patatoïde ou en fer à cheval, qui va être voilà, assez étonnante, mais cette orbite est stable, c'est-à-dire qu'il reste globalement au même angle Terre-Soleil, et donc cet astéroïde 2010 TK7, puisque il tourne autour du point de Lagrange. Ensuite, vous allez avoir des cas qui vont être beaucoup plus instables, mais qui vont avoir ce même type un peu d'évolution. Vous avez Kruitn, donc c'est 3753, c'est un autre astéroïde, celui-là fait 5 mètres de diamètre, donc c'est quand même assez beaucoup plus conséquent. Et donc il fait le même type d'évolution que 2010 TK7, mais il va y avoir des avances et des retards au global. Donc au fur et à mesure des années, il va se retrouver avec des angles variables sur l'angle donc Terre, Soleil et puis cet astéroïde. Donc il est beaucoup moins stable. Et puis dans le pseudo-stable qui va être un petit peu entre les deux, vous en avez un qui est très étonnant, c'est 2010 SO16. Donc de la même façon que 2010 TK7, il a cette orbite qui va être inclinée d'une part, il va faire effectivement cette oscillation côté nord et côté sud de notre plan orbital. Et par contre, ce qui se passe, c'est que son évolution, elle est quand même un petit peu plus similaire à celle de 2016 HO3. C'est-à-dire qu'il évolue un petit peu comme ça, enfin en alternance, voilà, à passer plus proche du Soleil que nous pendant à peu près 6 mois, et plus éloigné que nous pendant à peu près 6 mois. Mais ce qui se passe, c'est qu'il n'est pas strictement... voilà, il ne fonctionne pas tout à fait de la même façon donc que 2016 HO3. Il va y avoir une période de 175 ans. C'est-à-dire qu'en fait, en moyenne, il va être un peu plus proche du Soleil que nous. Donc au global, il va se rapprocher, il va nous rattraper sur le plan de notre orbite. Et puis, à un moment donné, il va y avoir l'attraction orbitale de la Terre qui fait que ça va rallonger un petit peu son orbite et il va se retrouver à une distance moyenne au Soleil un petit peu plus éloignée. Et là, à ce moment-là, tout en faisant ces évolutions sur une période d'une année, il va prendre du retard par rapport à nous et nous allons prendre de l'avance. Et puis ensuite, nous allons le rattraper, on va le ralentir légèrement sur son orbite, et là, à ce moment-là, il va se retrouver, cette fois sur une période oscillatoire, enfin sur une distance moyenne au Soleil, un petit peu plus proche au Soleil, et là, il va refaire ses oscillations au fur et à mesure, mais cette fois en reprenant de l'avance, et puis nous rattraper. Et donc, au global de l'évolution donc de cet étonnant 2010 SO16, eh bien, il nous fait, en plus de faire sa petite espèce d'orbite en fer à cheval sur un an, il nous fait une deuxième orbite en fer à cheval, cette fois sur 175 ans. Et ce qui se passe, c'est que ces satellites, ces quasi-satellites de la Terre qui font cette trajectoire orbitale peuvent passer de ce mouvement, j'ai envie de dire double fer à cheval, comme 2010 SO16, il peut passer sur une orbite, cette fois beaucoup plus synchronisée avec la Terre, comme 2016 HO3. Et là, il nous donnerait vraiment l'impression d'être en orbite autour de la Terre, mais pourtant il ne l'est pas, puisque en réalité, il est bien en orbite autour du Soleil et avec une synchronisation orbitale avec la Terre. Donc enfin, il reste une dernière catégorie, on va revenir finalement à ce par quoi nous avons commencé, à savoir les véritables lunes de la Terre. Il y a donc la Lune stable, qui est la Lune que nous connaissons tous, et il y a des satellites naturels instables, les TCO, les objets temporairement capturés. Nous avons connu 2006 RH120, qui a fait quelques orbites autour de la Terre et qui a été éjecté. Et actuellement, nous avons découvert récemment 2020 CD3, qui va faire quelques orbites autour de nous et qui sera éjecté à son tour. Donc pour conclure, on peut dire que c'est un petit peu un marronnier dans le sens où le sujet peut revenir. On a réellement la possibilité d'avoir des TCO
régulièrement et on continuera d'en découvrir. Je pense que l'inauguration du télescope LSST, donc qui est un télescope de très très grand champ dont l'objectif est de détecter un maximum de corps naviguant dans le système solaire, va nous permettre d'en découvrir d'autant plus. Donc attendez-vous à ce type de découverte. Avec 900 000 corps aujourd'hui référencés dans le système solaire, mais demain beaucoup plus, et bien statistiquement le nombre augmentera. Les satellites, par contre, donc de type Troyen ou Apollon, qui ont leurs propres orbites, comme les autres que nous avons vus, donc 2016 HO3, qui a cette orbite parallèle et qui semble tourner autour de nous, 2010 TK7 qui tourne autour d'un point de Lagrange, ou des satellites plus instables comme enfin des astéroïdes et quasi-satellites de la Terre plus instables comme Chrétien ou comme 2010 SO16, on continuera d'en découvrir. Rien qu'à regarder en fait 2 pages Wikipédia sur les quasi-satellites, voilà, donc je les ai là, je vous mets les liens dans la description. Eh bien, il y a 2 listes qui sont données concernant les quasi-satellites de la Terre. Et ces 2 listes ne concordent pas. Donc nous continuerons d'en découvrir, il y en a qui seront éjectés, il y en a qui seront capturés, et on continuera d'en parler. Alors une dernière chose quand même, avant de terminer cet épisode, c'est quand même de parler, vous savez très bien que sur tous mes épisodes, j'essaye de terminer avec une perspective pour les astronomes amateurs. C'est-à-dire qu'est-ce que un astronome amateur peut faire de cette réalité, là en l'occurrence de cette réalité au niveau de la planétologie et globalement du fonctionnement du système solaire, qu'est-ce qu'un amateur pourra en retirer? Eh bien, ces différents quasi-satellites de la Terre, il est possible d'en observer certains, enfin, d'en photographier certains pour les astronomes amateurs, puisque par exemple, Chrétien fait à peu près magnitude 18, 18,5 en magnitude visuelle. Donc bien évidemment, avec un télescope amateur, vous ne pourrez pas observer ça, même avec un 600 mm. En revanche, il est possible de photographier ça avec une caméra qui va bien et avec des poses longues et du stacking, etc. Donc pour s'en convaincre, hein, il suffit d'aller regarder dans Astrobin, par exemple, vous prenez une photo du ciel profond, donc vous voyez qu'il y a eu des heures et des heures de pause, et vous prenez les toutes petites étoiles les moins brillantes que vous pouvez avoir sur cette série, et vous apercevrez que vous allez justement atteindre ces magnitudes. Et donc je peux vous donner un autre exemple, et je vous mets un lien dans la description. Il s'agit de Christian D, qui est astrophotographe amateur également. Il habite sur Villeneuve d'Ascq, et donc pas très loin de Lille, et c'est un spécialiste de la photo du ciel profond et l'image des objets du ciel profond dont on ne soupçonne même pas l'existence du catalogue, et c'est quelqu'un qui atteint régulièrement la magnitude 22 sur ses séries de photos. Donc en fait la magnitude 18,5 de Chrétien pour lui c'est absolument pas un problème du tout, et puis vous avez Astrobin, etc. Vous pouvez éventuellement taper le nom des différents satellites troyens de la Terre et des quasi-satellites de la Terre et voir s'il y a quelqu'un qui les a pas imagés. J'ai personnellement pas fait cette recherche parce que je voulais surtout m'intéresser à essayer de vous présenter les différentes types d'orbites que l'on peut rencontrer pour ces quasi-satellites de la Terre, plus que vous montrer des photos de ces quasi-satellites. Mais dans l'absolu, clairement, il n'est pas impossible de les photographier en fonction de leur taille et donc de leur magnitude apparente. Eh bien, je vous remercie de votre attention, j'espère que vous y verrez un petit peu plus clair avec ça. Le système solaire et globalement toute la gravitation du système solaire est un sujet absolument passionnant, dans la mesure où on a finalement des choses stables et des choses instables à la fois. Si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à vous rapprocher également des clubs qui, lors des expositions, font cette démonstration que l'on appelle le billard cosmique avec le club astronomique de la région lilloise, où finalement, dans une simulation du système solaire à travers une toile élastique tendue et de faire envoyer des billes dessus, eh bien on peut mettre en évidence un certain nombre d'éléments de la gravitation, et c'est assez intéressant à voir. Je vous remercie de votre attention, je vous dis surtout à très bientôt sur la chaîne Astro. N'hésitez pas à soutenir la chaîne par quelques clics, à partager cette vidéo autour de vous, ça peut être toujours intéressant d'avoir aussi un petit regard critique sur les textes de nos médias. Donc oui, effectivement, la Lune peut avoir des quasi-satellites, mais en réalité, elle n'a réellement qu'une seule Lune. Et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Astro. Merci, au revoir.